Eh bien, bonsoir, nous voici aux soirées écolieux des Passages et ce soir nous sommes à l'écolieu Fer Turquoise dans les Deux-Sèvres. Alors, pour préciser où c'est que ça se situe, je vous propose d'aller faire un petit tour. euh, Ah, où c'est qu'il est mon... Voilà, attendez. Ça, c'est toujours le problème quand on a plein d'écrans, on ne trouve jamais. Voilà, il est là mon. Donc, ici, hop, on va partir. Voilà, c'est du côté atlantique, pas loin de la Vendée. Et nous nous trouvons donc. Voilà, le terrain, en fait, c'est celui qui est là. Si je me souviens bien, parce que je l'ai visité cet été, il y a une partie aussi qui descend de ce côté-là. On va peut-être légèrement dézoomer pour voir son environnement. Hop. Sylvain, on est proche de quelle grande ville un peu? Alors, on est comment? Alors, On est à 30 minutes de Niort et à 30 minutes de Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte, là, on l'aperçoit juste Voilà, à gauche, là. de ce côté-là, voilà. Là, il y a, Voilà. voilà. La CDC fait 35 000 habitants et de l'autre côté, on a Niort, bah, juste en bas, là. À Ici, peu là, près au c'est... milieu, là où il y a 120 000, la CDA fait 120 000 habitants. D'accord. Je vais encore un peu dézoomer pour voir, voilà, qu'on n'est pas très très loin de l'Atlantique. À quelle distance on est de l'Atlantique? Alors, de l'Atlantique, les côtes vendéennes sont à 1 h 15 et on est également à 1 h 15 de l'île de Ré, de Châtelaillon, Hmm, dans le 17. superbe. 1 h 15, 1 h 30 à peu près d'Ardin. Ok. bonsoir. Et je Ah vous oui, léger, celui-là. Oh, pardon. d'accord. Hop. Et je vais vous repartager quelques photos que j'ai été faire cet été sur le lieu. Hmm, voilà, il y a deux terrains. Il y a, voilà, là on a la vue sur le village, sur l'église du village, là, qui est très jolie. Et, euh, et je veux partager la découpe du terrain. Donc voilà, là sur le bas, on est Là, on a la partie boisée, là, qui a été rachetée ouais, en cette année, là, au mois de juin. Voilà. ouais, je fais une petite langue. Et après, il y a les deux terrains qui sont sur la gauche. Là, Voilà, voilà. là. Là, en fin de Et compte, là où la petite flèche, et là où il y a la petite flèche, ce sont les parties agricoles, là. ouais, Et puis, pour le reste du terrain, on est en partie constructible. voilà. Et la partie de devant, c'est là où on voit la vue sur le village. Ouais. Et là, le village, il est juste à droite, hein. Ardin, c'est 1 250 habitants. On est à 10 minutes à pied du centre-ville. La surface totale du terrain, 28 000 m², 2 hectares 8. ouais, voilà, Et c'est donc, pour combien de foyers? là, on part en phase 1 sur 10 foyers. Avec l'extension possible, on serait à 20 Hmm, foyers. ok. Donc, Ouais, sur ces 28 000 m², on a 5 000 m² je dirais, de surface boisée. On a hmm, 4 000, même un peu plus que ça, parce que sur les 7 500 m² de terrain agricole classés en terrain agricole, on a simplement 4 600 mètres hmm, carrés pour le maraîchage. Le reste, ce sont des arbres. Et la surface constructible est de 15 500 m². hmm. Mais du coup, on a 1500 mètres carrés par foyer, quoi, en moyenne, hein, si je En bien moyenne, si on calculé. divisait ça comme ça, oui, complètement. Ouais,
Voilà, donc Euh, ça donne l'ampleur un peu de l'espace. On n'est pas dans un lotissement où il y a 300 mètres carrés par foyer, quoi. Voilà, ce qui permet d'avoir effectivement une forêt, d'avoir un maraîchage, d'avoir un peu des espaces autres. Donc ça, c'est super. Alors, on va parler des membres actifs du groupe Vert Turquoise et on va commencer par Annie. Ok. Alors, bonsoir tout le monde, je m'appelle Annie, je suis dans l'association depuis janvier 2023 et ce projet m'intéresse et j'aimerais bien habiter l'écoquartier pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il préserve la nature. Ensuite, comme on vit ensemble avec plusieurs personnes, bah, ça me ferait avancer sur mon travail que je fais sur moi. Et puis créer un dynamisme, un partage, une entraide. Et j'aimerais bien une nouvelle expérience de vie avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Et comme dirait Gandhi, je veux être le changement que je veux voir dans le monde. Et au niveau de l'association, je fais partie de la commission accueil qui organise les journées d'information, de la commission urbanisme, de la commission communication non violente et je suis secrétaire de l'association. Merci Annie. Géraldine. Oui, donc bonsoir, donc Géraldine, j'ai 48 ans. J'ai rejoint l'écoquartier dans la même date qu'Annie, puisque la première journée d'information que j'ai faite, Annie était aussi présente et c'était sa première journée d'information. Tu vois, j'avais plus la date en tête, donc c'est ça, c'est janvier 2023. Donc moi, j'ai rejoint l'écoquartier car à ce moment-là, je me demandais comment j'allais continuer à vivre dans ce monde. Avec déjà une question essentielle, c'est dans quel habitat je souhaite vivre pour avoir le moins d'empreintes possible sur l'environnement. Donc, le moins d'impact en fait. Et à ce moment-là, je cogitais sur des tiny house. Et puis je me disais, bah, les tiny house, en termes de sobriété et du coup d'espace de vie, c'est bien intégré à la nature, c'est génial, mais je risque d'être un peu seule. Donc, un peu seule et isolée. Et je fais partie d'un groupe de jardinage qui s'appelle les Copinambour à Niort. Alors, j'habite Niort, chez une dame qui est géniale, qui s'appelle Marie-France Perron, que Christian et Jocelyne, vous devez connaître aussi. Alors, Christian et Jocelyne, je ne vous connais pas, mais je pense que Marie-France vous connaît. Et c'est Marie-France qui m'a donné, c'est grâce à Marie-France, en fait, que j'ai eu le contact du projet de l'écoquartier. Et donc, j'ai fait cette journée d'information. Et depuis, je pense que j'ai dû faire 6, 7, 8 journées d'information. Et après, je me suis impliquée en me disant, c'est un projet qui m'intéresse parce que c'est un projet sociétal. C'est pas simplement un projet où on va construire des habitats sur un terrain. C'est vraiment tout un projet de vie, de transformation, euh, voilà, de mise en réseau, qui correspondait et qui correspond toujours à la manière dont je vois la vie possible aujourd'hui dans notre société. Donc, je suis hyper heureuse d'être dans ce projet. Je fais partie des commissions accueil, communication, urbanisme, et voilà, je crois que c'est tout. Voilà pour moi. Merci Géraldine. On va passer la main à Dany et Dominique qui sont dans le groupe des 4. Bonjour, vous nous entendez? Oui. Oui. Donc nous sommes Dany et Dominique. on t'entend, c'est loin. Ouais, vous êtes loin. Peut-être se rapprocher du micro, C'est effectivement. normal parce qu'on est 4 personnes et Donc on essaie de mettre tout le monde. nous sommes Dany et Dominique. Nous soutenons le projet de l'écoquartier depuis maintenant 3 ans. L'esprit innovant du projet nous a plu, ainsi que la personnalité chaleureuse de Sylvain. Nous faisons partie de la commission agroécologie et nous participons avec enthousiasme aux travaux sur le terrain et aux réunions de commission et parfois de CA. Hmm. Voilà.
Dominique, tu veux nous dire un petit mot? Dominique, non, il parlera plus tard. Un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Ça va être à lui. C'est bon. Super. Et autour de vous? Coucou. Michel. Non, c'est pas nous tout de suite. C'est pas nous. C'est pas nous. Mais ça fait rien, allez-y, allez-y. On y est. Vous êtes à côté. Dites-nous. Allez-y. C'est parti. Ben non, c'est à toi. C'est à toi le premier, Michel. Bon, bonsoir, excusez-moi. Donc, je suis Michel. Comment dire oui, j'ai rejoint le projet donc il y a à peine un an. C'était lorsque j'ai rencontré Thierry et Sylvain et qui étaient présents sur le marché d'Ardin, tout petit marché, modeste, vu la proportion d'Ardin, il colle très bien par rapport à ça. Euh, les échanges nous ont amenés à participer aux journées d'information, de découverte, puis d'approfondissement. Et enfin, j'ai décidé, à titre personnel, de rejoindre le cercle 2, celui des habitants potentiels. Euh, Entre autres parce que le projet en lui-même m'intéressait. Le fait que le projet se trouve à Ardin, c'est la commune où nous habitons et que nous apprécions, puisque si nous sommes ici, c'est vraiment par choix. Et surtout, le montage qui permet de ne pas spéculer sont les raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce projet. Vraiment, la spéculation, enfin, le fait de ne pas pouvoir spéculer, qui est pour moi la raison première. Je vis en milieu rural depuis 45 ans et j'ai vécu donc en communauté, en collectif, pendant de nombreuses années. J'ai donc rejoint la commission agroécologie et urbanisme et je participe actuellement aux réunions chez l'architecte chargé du projet. Voilà. Bonjour, alors moi c'est Joël, donc j'ai également rejoint ce projet, car pour moi c'est très important d'être relié aux autres, et le fait d'être ensemble, c'est riche d'expériences à partager. Bien sûr, ma formation et mon métier de photographe, ainsi que mon intérêt pour toute forme d'art, m'a amené à rejoindre la commission événement. Voilà. Superbe. Sylvie, tu veux prendre le relais? Qui c'est qui prend le relais? C'est Sylvie. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, j'ai 60 ans. En 2017, Sylvain m'a parlé de son projet d'écoquartier, avec un tel enthousiasme que j'ai embarqué tout de suite. Pourtant, je vis aux antipodes du fonctionnement d'un écolieu, parce que je suis plutôt d'une nature de loup solitaire. Mais ce projet m'a attirée par sa conception d'un autre vivre ensemble, de la reliance entre les humains et aussi avec la nature. C'est vraiment ce qui m'a attirée. Nous avons donc commencé avec Sylvain à travailler sur la raison d'être, à rechercher un terrain et à diffuser l'information par des journées d'information. Donc ça, c'était, on a commencé en 2017. Chemin faisant, le groupe s'est constitué et la joie de se retrouver pour faire avancer le projet me montre que je suis sur la bonne voie, au-delà du raisonné. Je participe aux commissions urbanisme et CNV. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Peut-être aurons-nous le plaisir de nous retrouver dans notre écoquartier, auquel cas, bienvenue à vous. Merci Sylvie de cette belle présentation. Et on termine par Sylvain. Oui, alors donc je m'appelle Sylvain, je suis à l'initiative de ce projet. J'ai vraiment envie de vivre l'expérience, de participer à l'incarnation d'un projet d'habitat intergénérationnel autour de valeurs fortes, hein, comme le respect du vivant, le vivre ensemble, dans la coopération, et que ce soit au niveau des écoquartiers ou avec les habitants et les élus du village d'Ardin, parce que ça, je dirais, ce projet dépasse l'écoquartier. J'ai envie de favoriser également la biodiversité dans le périmètre que nous avons sous notre responsabilité. J'ai envie de permettre des prises de conscience et de co-créer des solutions locales aux grands enjeux écologiques et sociétaux qui se présentent en nous. J'ai envie de participer au développement de l'économie locale sous forme associative et coopérative. En termes de
compétences dans ce que je peux apporter, c'est la gestion de projet, des compétences humaines et techniques permettant l'interface avec les acteurs qui interviennent dans ce projet, des compétences financières en réalisation de budget, montage de dossiers bancaires, comptabilité, dépôt de liasses fiscales. Voilà. Donc, je suis investi dans les commissions accueil, communication et urbanisme. Merci Sylvain. Alors, comme il n'y a pas tous les membres qui sont là, il y a Annie qui va nous présenter les personnes absentes. Alors, Il y a toujours Christelle sur la photo à côté. ouais, je ne sais pas comment elle fait, elle est omniprésente. Indéboulonnable. Alors, on va partir d'en bas à gauche. La personne qui tient le chien Aiko, c'est Marie-Claude, c'est notre trésorière et elle est aussi contributrice solidaire. À côté, donc, c'est Sylvain. À côté de Sylvain, c'est Béatrice qui est en ce moment en Grèce, en vacances. Et Béatrice, elle fait partie des dernières arrivées et Dany lira son témoignage tout à l'heure. À côté de Béatrice, avec la casquette et le grand sourire, c'est notre président Thierry, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il a été hospitalisé la semaine dernière, mais il va bien, il va bien. Donc à côté de Thierry, Sylvie qui est présente, puis c'est Jacques qui est contributeur solidaire et qui est en ce moment à La Réunion. Ensuite, c'est Odile, qui ne fait pas partie de l'association, mais qui est une voisine. Elle habite Ardin et elle vient nous aider avec son mari qui est derrière en beige quand on entretient le terrain. Derrière Odile, c'est Michel qui est présente ce soir. À côté de Michel, Dany qui est présente ce soir. À côté de Dany, Nadège qui est la compagne du président, qui fait partie de la commission événements. Donc après, c'est Philippe. Après, c'est Michel qui est présent ce soir. Après, c'est moi. Et après, c'est Géraldine. Merci de Voilà. nous avoir présentés tous. Et maintenant, on va passer la parole à Sylvie pour nous présenter la raison d'être de cet écolieu et sa charte. Alors, la raison d'être en résumé. Accéder à un vivre ensemble réinventé, joyeux, respectueux du vivant, grâce à l'accomplissement de chacun dans la coopération et les liens qui se tissent, et par la mise en œuvre de valeurs partagées à travers des actes concrets. La vision qui chez nous fait partie de la raison d'être. Alors, suite à une prise de conscience du désordre économique global et de la responsabilité que nous portons individuellement par nos actions, nous souhaitons retrouver une cohérence entre les valeurs qui nous habitent et ce que nous en faisons dans notre réalité quotidienne. Nous souhaitons joindre nos forces, coopérer dans le respect du vivant sous toutes ses formes, dans la bienveillance, la solidarité et la sobriété heureuse. Nous mettons en commun nos idées en laissant émerger les pépites de l'intelligence collective pour vivre une vie plus respectueuse vis-à-vis de soi en reprenant le pouvoir sur sa vie, des autres et de la nature en ne prenant qu'une équitable mesure de ce qui s'offre à nous. Notre vocation est un chemin que nous parcourons ensemble en commençant par changer en nous ce que nous voulons voir changer autour de nous, en devenant les gardiens d'un lieu à protéger, à entretenir et à embellir. Notre révolution pacifique passe par la coopération qui nous permet de sortir de notre individualisme en créant un vivre ensemble plus serein et humaniste qui se décline dans le respect du collectif, la souveraineté et l'intimité de chacun. L'écoquartier intergénérationnel sera positionné en fonction de l'écrin de verdure déjà existant et constitué de maisons bioclimatiques, passives et biosourcées, construites sur des fondations en pieux,
évitant ainsi l'imperméabilisation des sols. Il y aura une mutualisation des espaces et des services dédiés, comme la buanderie, la maison collective, les chambres d'amis, le stockage des affaires, etc. Grâce à un maraîcher ou à une maraîchère, nous produirons nos légumes en agrobiologie sur la partie agricole. Nous nous ouvrirons sur le monde par le partage des savoirs, l'ouverture à l'art et aux cultures, la participation au développement de la vie associative et de l'économie locale. Nous célébrons par des moments conviviaux les avancées de notre belle coopération, en partageant le bonheur d'être heureux ensemble dans une belle solidarité, générant de la joie, sans oublier la paix que nous procure la contemplation de la beauté de la vie et de la nature. Nous célébrons la vie et le pouvoir des fleurs. Merci Sylvie, magnifique. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à lever là-dessus. Et j'ai envie de Il n'y a demander pas pour... une question, mais il y a juste dans le chat, il y a un Oui, partage sur la, concernant le point de vue. Voilà. ouais, de la personne électrosensible, voilà, qui nous dit voilà, qu'on est quand même dans un écran et simplement il y a un parc d'éoliennes qui est du côté ouest, mais quand même assez éloigné. Je sais pas combien de... 1,6 km, je crois. On peut regarder, je Voilà. vous ai mis le lien vers le site Mm. Carto Radio et il y a une petite règle qui permet de voir les distances. Et En c'est tout vrai cas, que voilà, ouais, le lieu est plutôt très bien en fait, sauf ouais. ces éoliennes, parce que finalement c'est quasiment Mm. une zone blanche en pleine nature, c'est un peu idéal en fait pour une personne trop sensible. Mais quelqu'un de très sensible, il faudrait la personne vérifie par rapport aux éoliennes certainement si ça va ou pas. Mm. En tout cas, en ayant été sur le terrain, je ne les ai pas remarqués particulièrement. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des éoliennes dans lointain, mais voilà, c'était pas... C'est-à-dire qu'après, c'est une question de sensibilité aux ondes. Enfin, voilà, Oui. c'est très particulier puisque les personnes hypersensibles ressentent des choses que les autres ne ressentent pas forcément, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci. On va passer aux activités de l'association. Et c'est Géraldine qui va commencer avec la commission accueil. Oui, donc il y a différentes commissions au sein de l'association. Donc on est, comme on l'a dit dans les présentations, on est chacun réparti, enfin pour la plupart répartis dans les commissions. L'une des premières commissions, c'est la commission accueil. Donc celle-ci, elle permet d'organiser et d'animer les journées d'information qui ont lieu une fois par mois. Au départ, nous avions condensé l'ensemble des informations sur une journée. Donc, on s'est rendu compte que c'était très, très dense et qu'en fin de journée, eh bien, à la fois les personnes qui présentaient et les personnes présentes étaient bien fatiguées. Donc, on a fini par s'adapter et apprendre de cette expérience pour organiser des journées d'information. D'abord, une journée découverte pour présenter le projet avec l'esquisse de l'architecte et aussi la visite du terrain. Et puis, quelques semaines après, donc la journée de découverte, on organise une journée d'information qui est en fait une journée d'approfondissement où là, on va parler des bases concrètes du projet avec les parties juridiques, financières et gouvernance. Donc, ça permet d'avoir des journées plus légères. Et au final, on a eu d'extrêmement bons retours sur ces formats de journée d'accueil. Donc, on est bien content et on espère avoir de nouvelles personnes au fur et à mesure. Voilà pour la commission accueil. Superbe. Et dans la commission agroécologie, je demande Dany. Et juste, il y a quelques Oui. photos de la commission accueil Ah oui, qui pardon. apparaissent. Là, voilà, c'est une journée, enfin une journée découverte avec la visite du terrain. Là, on est sur. Alors là, on me voit en photo, alors que sur les journées découvertes, moi, je fais pas de photos. Alors le problème, c'est que lorsque les photos sont prises, c'est pas moi qui les fais. Alors que sur la journée découverte, maintenant, j'interviens à peine 20% du temps. C'est surtout Annie ou Géraldine qui font le travail.
Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui, voilà, le premier habitant de l'écoquartier, là, il était juste à côté de l'écoquartier. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Superbe. Donc, Dany pour la commission C'est agroécologie. Dominique. Eh ben, ça sera plutôt Dominique. Et c'est pas grave. Alors, la commission agroécologie, en fait, elle s'occupe de l'entretien du terrain, faisant appel aux membres de l'association. Le but, c'est d'élargir les sentiers d'entrée, nettoyer les parties justant avec les voisins, créer des passages dans les haies pour avoir des accès aux champs, réaliser des toilettes sèches, pour y arriver. Elle planifie aussi des rencontres pour préparer l'arrivée d'un maraîcher. Alors, je sais pas est-ce qu'il y a Alors, quelqu'un qui nous oui, donc commente? là, on est sur le terrain. Là, voilà, on est en train de retirer des ronces qui prennent un peu trop d'ampleur. C'est du nettoyage, là. Mhm. Il y a d'autres La photos. photo suivante. logiquement, oui. Voilà, ça c'est la même chose. On retire des racines de ronces. Voilà. Et sur la dernière photo, on va voir. Là, c'est l'ouverture d'un passage entre une haie. Et là, on est sur le chemin d'accès. Et là, on a vraiment comment. On l'agrandit d'1 mètre, hein. On était à presque 1 mètre. On était à 3,30 m. Et là, on arrive à 4,10 m. Là, pour le passage des véhicules. On voulait voir ce que ça donnait, parce que c'est un point important pour le permis de construire dans un deuxième temps. Mhm. Voilà. Merci. Sylvain, si tu veux continuer sur la commission communication. Alors, la communication, alors, elle organise la communication vers l'extérieur pour faire connaître l'écoquartier et donner envie à des personnes de venir aux journées d'information découverte. Ça, c'est son premier rôle. Alors, comment intervient-elle? C'est par la réalisation d'outils de communication, le logo, le blog, le flyer, un kakémono, site internet qui est en prévision pour remplacer le blog. C'est également la présence sur les marchés. C'est comme ça qu'on a rencontré également Michel et Joël. Et c'est de la rédaction d'articles pour les médias locaux et régionaux. Pour le moment, on était là-dessus. Et puis, on a travaillé également pour la préparation de cette soirée Écolieu. Voilà, pour principalement ce que fait la commission communication. Super. Et justement, dans la photo présentée, on va voir le kakémono, normalement. Kakémono avec les 2 auteurs. Ah non, ça on est dans la commission événement. C'est la photo d'avant. Ah, bon, bah on l'a pas. Ou après, C'est pas test grave. quand même. Non, Non, on c'est est dans la événement. commission On est dans événement. Oui. Alors justement, la commission événement avec Joël, en principe. Alors, la commission événement, donc elle organise des moments où les membres de l'association se retrouvent ensemble pour apprendre davantage à se connaître, pour renforcer les liens, en passant des moments conviviaux en dehors du travail. Sur certains projets, donc il y a entre autres randonnées, films, relaxation sonore, visites culturelles, courtes vacances ensemble, etc. Elle est chargée également de mettre en place des moments de convivialité et d'information avec les voisins et les habitants du village. Voilà. Superbe. C'est une commission très importante. Et on termine avec Michel pour la commission urbanisme. S'il te plaît, Mika, on peut voir les photos Oui. de la commission Ah événement. oui, pardon. Ah oui, tu as raison, effectivement. Il y avait les photos avec Robert. On prend les photos juste après. Alors là, c'était la journée, une journée détente. Et le maire, c'est le monsieur qui est en t-shirt rouge avec un classeur jaune dans la main. Il nous a fait la visite de l'église d'Ardin. Et là, c'est vraiment tout le collectif.
Et dans la photo du collectif tout à l'heure, il n'y avait pas Marie-Christine qui est présente ce soir et qui fait partie de la commission communication. Et je suis très contente qu'elle soit là, Marie-Christine. Et justement, pendant qu'on parle du maire, il faut dire qu'on a la chance d'être soutenu par le maire et le conseil municipal et qui apportent dès qu'ils le peuvent et quand ils le peuvent, je dirais, un soutien qui nous a permis je dirais, de sortir de problèmes, en fin de compte, administratifs, hein. Ils sont vraiment très, très présents. Et dans les journées détente, ben, on organise souvent des repas partagés. Donc là, c'est un repas partagé à l'extérieur. Et puis, la photo d'avant, c'était une randonnée. Voilà. On essaie d'organiser des journées détente justement pour pas qu'on soit toujours ensemble pour travailler et pour renforcer les liens entre nous. Ah, et puis là, c'était super bien. C'était une randonnée et au milieu de la randonnée, Géraldine, elle avait organisé un jeu. Donc là, on est en train de faire un jeu. Et dans cette journée détente, on avait aussi invité les 2 maraîchers qui nous ont aidés à réfléchir sur le terrain agricole de l'écoquartier. Superbe. Et là, enfin, il y a quelques années, le collectif est parti 4 jours dans le Puy-de-Dôme pour renforcer les liens et mieux se connaître. C'était en 2022, ça. Voilà. Et ça, c'est plus la commission événement. C'est la commission urbanisme. Commission travail. Donc, la commission urbanisme avec Michel. Oui. Alors, l'objectif donc de cette commission, c'est de faire des propositions au conseil d'administration de la SAS coopérative pour mettre en place un rétroplanning, mener à bien le suivi avec l'architecte de l'esquisse et de l'avant-projet sommaire. C'est aussi de lister et de rencontrer les prestataires de services pour les études obligatoires, de prendre contact et collaborer avec les constructeurs et participer à la phase du permis de construire. Et enfin, de suivre le chantier. Alors, pour l'instant, on en est donc à la phase des rencontres, des différentes rencontres avec le cabinet d'architecture. Et puis, eh bien, lorsque ce sera un peu plus avancé, ce qui ne devrait pas tarder, eh bien, on pourra effectivement commencer à rencontrer différents prestataires, faire des choix sur le mode de construction, etc., etc. Et donc, vous n'avez pas encore déposé le permis. C'est ça que je comprends? Ouais. Vas-y, Michel, si tu veux continuer. Comment? Non, là, le permis n'est pas encore déposé. Là, on en est comment à l'esquisse qui est terminée. D'accord. On a eu les plans de l'esquisse il y a à peine une semaine. D'accord. Donc, vous êtes à l'avant-projet sommaire. Presque. Quelque chose comme On n'y est ça. pas encore. Presque, pas encore. D'accord. Oui, une première esquisse. Voilà, c'est ça. Et Et là, on voit, en fin de compte, là, sur la photo, on voit le cabinet Alterlab avec Mélanie Faugoin. Le cabinet Alterlab est à La Rochelle. Et Mélanie Faugoin a une formation en construction bois-paille. Et donc, elle est vraiment de bons conseils pour nous aider, nous, à monter en compétences. Superbe. D'autres photos? Voilà, c'est la dernière, ça. Voilà. Sur la dernière réunion avec l'architecte. Ouais. Ok. Eh bien, justement, est-ce qu'on a quelque chose qui nous présente un peu ce premier projet, le terrain, les parties constructives du terrain? Impeccable, c'est bien. Donc là, ce qu'on voit, enfin, ce qu'on peut apercevoir, c'est que le terrain est complètement entouré de haies. Et là, quand même, il y a 850 mètres de haies tout autour du terrain, sans compter la partie boisée, hein. Et il est prévu d'implanter 750 mètres supplémentaires sur une largeur de 5 mètres, avec des arbres, des arbustes, des herbacées. En fin de compte, ça va être à 3 étages.
Et ça, c'est pour développer la biodiversité et faciliter le passage de la faune. Superbe. Alors là, si on passe à Alors, la photo suivante, on va voir un peu plus le terrain. Mais là, ça va être un plan. voilà. Voilà, si on va... Bon, Donc, ça. voilà. Donc là, sur les maisons, alors elles sont construites de plein pied, en bande de 4 à 6 maisons, avec leur jardin privatif, hein. Ce qu'on voit en fin de compte là, parce qu'on a l'impression d'un petit grillage là, sur les bandes, là, mais ce sont les panneaux, c'est la représentation des panneaux solaires. Alors la première bande représente en fin de compte 4 maisons, hein. Il y a il y a 180 mètres carrés. La deuxième, il y a 240 mètres carrés. Et puis également la troisième bande sur la diapo, là représente les communs avec la place du village. Et là, en fin de compte, en commun, on est à 290 mètres carrés parce que la maison collective est à un étage. Alors, je dirais, en généralité, les maisons sont bioclimatiques. Elles sont toutes orientées vers le sud. Là, on voit vraiment que elles sont vraiment toutes dans le même sens, hein, pour capter la chaleur l'hiver et seront protégées l'été évidemment par une casquette. Par contre, on voit toutes les qui sont autour du terrain qui permettront de protéger du vent du nord et de l'est. Et puis également, les maisons, en fin de compte, seront protégées en termes d'entrée par un sas d'entrée qui se trouve au nord, hein. Superbe. C'est vrai qu'on a peu l'habitude du confort thermique en fait. On est souvent en inconfort thermique dans nos maisons, même quand il y a 21 degrés ou 22 degrés. Une maison fortement isolée, en fait, on peut être en confort thermique à 17 degrés. C'est une expérience intéressante, voilà, et dont on a peu l'habitude. Et pour la petite histoire, oui, bah tiens, voilà. Ouais, Alors là, on voit un peu mieux parce on voit comment sur le côté, la partie boisée, là, le bois, ouais, voilà. On voit en fin de compte après tout ce qui est en vert à droite et en haut à gauche, là, c'est la partie réservée au maraîchage. Et vers le bas, là, en blanc, c'est la partie réservée à l'extension. voilà. Voilà, il Voilà. pourrait y avoir en fin de compte d'autres maisons de construites à ce niveau-là. Et ce qu'on peut voir également sur la partie de la phase 1, celle qui est en haut, on voit en fin de compte une zone qui est réservée en bas à droite, là, qui est entourée de tirets orange. Ah oui. Voilà, ici. Et ça, c'est ça qui nous a pris, ça nous a fait prendre 3 mois de retard, parce que là, il y a deux espèces qui sont protégées. Et Mhm. donc, l'architecte a dû revoir en fin de compte les plans pour rentrer dans le cahier des charges, mais avec cette nouvelle contrainte qui s'est invitée à la dernière minute. Mhm. Et félicitations d'avoir euh, préservé, en tout cas, un élément intéressant de la biodiversité. Ouais, ça, c'est la grande marguerite, et puis il y a Hop, une autre plante dont je me rappelle plus le nom, là. ok. Et puis là, maintenant, il va y avoir le plan avec les différentes maisons, hein, en PDF. Ah, ah oui, c'est pour ça que je ne l'avais pas. C'est parce qu'il faut que je l'ouvre à part. Elle ne s'ouvre pas autrement dans le même registre. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Oui, c'est... Si, c'est ça, mais il y a un peu de différence avec l'autre. Je vais le partager. Voilà, Ah, c'est donc là, on va celui-là. Hmm. pouvoir l'agrandir si on pouvait, comment aller jusque uniquement garder les maisons, parce on va voir ces maisons-là en détail. Hop.
On a un petit peu plus de zoom. Voilà, ça devient bien là. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, par exemple, si on prend la bande du haut, pour le moment, là, il y a 3 T3 de prévus et un T1. Et puis également, chaque maison aura un espace de stockage qui est à l'ouest, hein, qui protégera les maisons en plus de la chaleur, aura un espace de stockage de 6 mètres carrés. Et il est prévu également un local pour les batteries, parce qu'il y a un moment donné, si le collectif décide d'aller vers une autonomie complète en électricité, on aura de quoi recharger les batteries dans la journée pour pouvoir, je dirais, l'utiliser la nuit pour les besoins qu'on pourra avoir. Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour aller dans cette autonomie énergétique, électrique, la première marche, c'est de réduire la consommation Mmh, d'une manière importante. Voilà. tout à fait. Ça, et on peut voir également, en fin de compte, là, par exemple, sur la deuxième bande, on a des jardins, mais les jardins, ça fait à peu près, en fin de compte, 50 à 60 mètres carrés en jardin privatif, hein, qui seront entourés d'arbres. Il y a des arbres, en fin de compte, qui sont en bout de jardin pour protéger je dirais, en termes d'intimité de la bande qui suit. Et puis, chaque jardin, aura une haie limitative. Donc là, on sera vraiment dans un endroit, que ce soit dans les maisons ou que ce soit dans les jardins, un endroit où l'intimité sera préservée. Et on a travaillé également parce que les T2, vu que les T2 dans l'aliment avaient des jardins qui étaient quand même assez réduits, donc l'architecte a travaillé pour qu'on ait à peu près 50 à 60 mètres carrés de jardin privatif. Et on voit qu'il y a une phytoépuration, donc Oui, ça veut dire que vous gardez l'eau sur le terrain, c'est ça. voilà, que vous utilisez. Et ça, C'est c'est ça, ouais. intéressant, ainsi Et, qu'aussi. Mmh, pardon. Et de l'autre côté, on voit en fin de compte la zone de retournement pour les pompiers et puis la voie d'accès qui servira au cas où il y a besoin d'un véhicule léger de secours et puis pour les petits camions de déménagement 3,5 tonnes. Voilà. Et lorsqu'on descend sur la maison, voilà, les communs, là, on peut voir qu'on a une maison collective qui fait 120 mètres carrés. Donc, il y a au sol, hein, donc il y aura, vu qu'elle a un étage, il y a 240 mètres carrés. Donc, cette maison collective, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des chambres d'amis. Il y aura un espace coworking, un espace mutualisé, l'espace je dirais du rez-de-chaussée, en espace convivial, hein, pour les habitants. Ça peut être pour un bar, pour les repas, voilà, les gens qui veulent manger ensemble ou recevoir de la famille pourront le faire à cet endroit-là. Là, ce sera un espace également pour les activités organisées par l'association, et puis un espace de réunion pour les CA et les commissions. Alors, ce qu'on peut voir à côté, juste à gauche, il y a des sanitaires extérieurs avec un local sûr et un local technique, hein. De l'autre côté, on a une buanderie de 30 mètres carrés. Là, on peut se dire c'est grand pour une buanderie, mais cette buanderie, en fin de compte, vu qu'elle sera construite au départ, elle nous servira au début. Elle nous servira en fin de compte de lieu pour pouvoir nous réunir. Et puis, on a juste à droite le local à vélo. Euh, et la place du village qui vient compléter, qui sera vraiment la place centrale de l'écolieu où les gens pourront se retrouver. Donc, les gens de la phase 1 descendront un petit peu vers cette place du village et les gens de la phase 2 monteront pour aller la rejoindre. Dans un deuxième temps, ce qu'on a de prévu également, mais qui est en pointillé, c'est qui n'est pas représenté ici parce qu'il serait sur la phase 2. C'est, comment on appelle ça, une maison de partage des savoirs. Voilà, normalement, elle sera à cet endroit-là, mais qui est, je dirais, en point d'interrogation parce que justement, la mairie veut pousser pour l'installation d'un tiers-lieu Ardin. Donc, si jamais il y avait un tiers-lieu à Ardin, évidemment que, enfin, j'espère que le collectif d'écoquartier Vert Turquoise en fera partie et pourra participer à l'animation.
Et donc, du coup, cette maison du partage des savoirs n'aurait plus aucun sens ici. Par contre, ce qui sera rajouté, c'est un hangar agricole qui n'est pas positionné sur le plan, et puis également un atelier. Mais là, on sera dans la phase 2 et pas dans la phase 1. Dans le chat, on a un petit commentaire de Santiago qui dit 20 mètres carrés de vélo pour 10, voire 20 familles semble très petit. Alors, c'est pour 10 familles, et puis on a eu une réflexion. Là, ça, on part en fin de compte sur un hangar, sur un local à vélo de 20 mètres carrés, en se disant qu'en fin de compte, il y aura peut-être des gens qui auront des vélos électriques et qui ne voudront pas laisser leur vélo à l'air comme ça. Donc là, il y aurait la possibilité de faire je dirais, un petit local à vélo juste à côté du sas d'entrée. Et si malgré tout, en fin de compte, c'est trop faible, sur le terrain, on trouvera facilement la place pour mettre un deuxième local de 20 mètres carrés. Mais ça, c'est pour 10 foyers. Il y aura la même chose en bas pour les 10 autres foyers. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le projet tel que, voilà, on est dans une première phase, hein, il y aura encore de l'évolution, je pense, d'ici là. Et Sylvie, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la partie juridique du projet? Oui, bien sûr. Alors, moi, je vais vous présenter donc la partie juridique et après, Sylvain et Géraldine feront la partie financière et la gouvernance. Alors, le pilier juridique. Voici quelques points importants concernant le pilier juridique. Une SAS coopérative est faite pour pérenniser un projet au-delà de ses fondateurs. L'humain est plus important que l'argent. Quelle que soit la somme apportée dans l'écolieu, si un jour il y a besoin de voter, une personne égale une voix. Il n'y a Donc, plus... Pardon? non, pardon. Vas-y, parce que non, ce sera dans la gouvernance, on le verra. Vas-y. Il n'y a plus de propriétaire, on occupe un lieu de vie privatif qui nous est alloué en propriété collective. Il n'y a pas de possibilité de spéculation immobilière. Chacun retrouve son apport s'il décide de sortir de l'écoquartier. La structure juridique de la SAS coopérative sert de filet de sécurité. En cas de désaccord profond, on se réfère au texte établi et validé par tous les occupants. Cette structuration est composée 1. Des statuts qui sont la fondation du projet et qui établissent les règles fondamentales du fonctionnement de la SAS coopérative. 2. Du règlement intérieur. Il clarifie le fonctionnement des statuts, notamment sur la gouvernance partagée. Il permet une évolution des règles de façon aisée en interne. Il inclut également les modalités d'entrée, de suspension ou de sortie de ses membres. 3. De la convention d'apport en compte courant d'associés. Elle régit les apports et les retraits financiers des coopérateurs. Et 4. Du contrat coopératif d'occupation. Il définit l'occupation spécifique de l'habitation qui vous est attribuée et les modalités d'utilisation des espaces communs. Les occupants sont à la fois collectivement propriétaires et locataires. Ce contrat apporte un avantage financier important avec un loyer à prix coûtant, donc bien inférieur à celui d'un loyer normal. Et ce loyer ouvre droit à l'APL. Voilà pour la phase juridique. Je vous montre une petite illustration qui n'était pas forcément prévue, mais comme je l'ai. Voilà, sur les 4 contrats que tu nous as décrits, les 4 documents juridiques que tu nous as décrits dans la SAS coopérative. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, comme on choisit de définir comment on fait société ensemble,
ben, il est important de poser des règles claires où chacun puisse savoir comment est gérée la structure, quel droit il a dans l'occupation de quel droit et obligation il a dans l'occupation de sa partie privative et comment est gérée la partie financière. Donc voilà, cet ensemble-là est explicité dans des vidéos au niveau des passages. Et notamment, vous avez une vidéo qui est Co-découvrir, qui explique tous les mécanismes de la coopérative. Super, merci Sylvie. Sylvain, sur la partie financière. Oui, alors c'est pareil, je vais partir dans la même veine, hein, c'est-à-dire je vais faire ressortir les points fondamentaux du pilier financier, en commençant par la philosophie de base, hein. Elle est la suivante: chacun apporte ce qu'il peut, chacun reçoit ce dont il a besoin, pourvu que le projet soit viable financièrement dans sa globalité. Voilà, avec je dirais, ces trois tirets-là, on tient la philosophie. Il y a une chose, en fin de compte, il y a des choses qu'on peut rajouter, comme par exemple les prises de pouvoir sont réduites au maximum. Il n'y a pas de propriété privée afin d'éviter toute spéculation immobilière. Ça fait partie également je dirais, de la philosophie, hein. Voilà, bah merci Mika. Ça, c'est illustré comme ça, c'est bien. Alors, autre chose, lorsqu'on parle du capital et des comptes courants d'associés, alors le versement en capital est peu élevé, hein, il est de 1 000 € par rapport, je dirais, à ce qu'on va apporter. Le reste de la somme est déposé dans un compte courant d'associé à votre nom dans la comptabilité de la SAS coopérative. Cette somme sert à financer en partie le projet, parce que évidemment viendront derrière les contributeurs solidaires et puis également les emprunts aux banques. Et ce système, en fin de compte, de compte courant permet une plus grande contribution avec plus de flexibilité dans les dépôts et les retraits d'argent. C'est beaucoup plus simple que de mettre l'argent en capital, où là, administrativement, c'est plus complexe de repartir avec son argent. Là, vous avez besoin d'argent. Le lendemain, il y a un virement qui est fait et c'est terminé. Alors, il existe également un fonds de réserve. Il est constitué dès le départ. Il permet de faire face aux imprévus et au départ des occupants. S'il y a des bénéfices, ils vont dans ce fonds de réserve impartageable parce que les bénéfices ne sont pas distribués, hein. Je dirais la SAS coopérative est une société à but non lucratif, hein, donc on ne s'enrichit pas avec la SAS. Il y a également dans les choses qui sont importantes, il y a le seuil d'apport. Donc si on simplifie ça, ce seuil d'apport est calculé en fonction de l'investissement réalisé par la coopérative divisé par le nombre d'habitants. Ce n'est pas exactement ça, parce que là, je le fais court, mais ça donne une idée. Et ça donne une moyenne, et c'est le seuil d'apport par habitant. Concrètement, ça veut dire que la personne qui n'a pas atteint ce seuil d'apport en compte courant d'associé doit verser une épargne mensuelle complémentaire jusqu'à atteindre ce seuil. Cela permet à ceux qui ont peu d'apport au départ de participer quand même au projet. C'est là où, en fin de compte, c'est une des grands, je dirais, des grands avantages de la SAS coopérative, c'est que donc, du coup, on peut accueillir des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'apports en fonction de l'apport des autres associés. Et ça permet, en fin de compte, à ces gens, après, de se constituer une épargne et de rattraper le niveau de ceux qui ont mis la somme nécessaire au départ, au projet dès le départ. Alors, bien entendu, la personne qui a mis l'argent qu'il fallait dans son compte courant n'a pas besoin de faire de versement tous les mois. Alors, justement, Mika, tout à l'heure, tu présentais une diapo sur ce que versent les habitants tous les mois. Je peux la remettre. Voilà. Et là, on va retrouver trois types de versements. Alors là, je suis parti sur autre chose. Hop. Là. Hop. Voilà.
Alors, ce qu'on voit en fin de compte, il y a le loyer d'occupation. Alors, on appelle ça loyer, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça sert? Ça sert juste à, je dirais, à la répartition des frais de l'habitation et des communs. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? L'assurance habitation, petit entretien de l'écoquartier, les intérêts d'emprunt, l'assurance de l'emprunt, taxe foncière, voilà, etc. Et ce loyer permet aussi de contribuer aux réparations importantes qui sont dans l'écolieu grâce à l'amortissement qui se fait sur 100 ans. Voilà, cet amortissement servira dans un premier temps à régler les intérêts d'emprunt et puis lorsque les travaux arriveront peut-être au bout d'une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, à régler ces travaux. Après, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les charges locatives. Alors ça, les charges locatives, ce sont les charges variables. C'est que vous les, je dirais, vous les régler, que vous soyez propriétaire ou locataire. Et ces charges variables, ça va être l'électricité, ça va être l'eau, ça va être le gaz, ça va être, voilà, ça va être ces choses-là. Et là, le fait de mutualiser, ça va permettre de réduire les coûts. Par exemple, dans l'écoquartier Vert Turquoise, on a à terme, par exemple, 20 foyers, il y aura simplement 2 abonnements électriques. On aura, je dirais, un seul abonnement pour l'eau. Après, avec des sous-compteurs, mais un seul abonnement. Donc là, on mutualise les frais. Ça peut être la même chose pour les services Internet, où là, on peut, je dirais, avoir quelque chose qui coûte beaucoup moins cher qu'une box. Et puis, l'épargne mensuelle complémentaire, c'est ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Là, c'est uniquement pour les personnes qui sont en dessous du seuil d'apport, en tout cas en épargne mensuelle complémentaire obligatoire, hein, parce qu'une personne qui est au-dessus je dirais, du seuil et qui préfère mettre de l'argent dans la SS coopérative plutôt qu'en banque, elle peut le faire, et ça, on le voit on le voit dans les écolieux. Donc ça sert au remboursement des dettes, hein, du capital, des emprunts de la banque et des contributeurs solidaires. Ça permet de tendre vers un équilibre entre les comptes courants. Et comme ça, en fin de compte, chacun remplit son contrat. C'est-à-dire que ceux qui ont apporté beaucoup plus et qui permettent à des personnes de rentrer sans beaucoup d'apport, eh ben, ces personnes qui n'ont pas beaucoup d'apport, le fait qu'elles mettent de l'argent tous les mois, eh ben, elles remplissent leur contrat, elles participent. Et puis chacun est content et il n'y a pas de tension. Et ce fonctionnement, en fin de compte, permet des loyers plus faibles tout en permettant à chacun d'épargner, parce que cette épargne mensuelle complémentaire, si un jour il y a un départ, évidemment, les gens repartent avec. Voilà. J'ajouterai une chose, et en plus, on sait à quoi sert son épargne. C'est vraiment un projet éthique et c'est quelque chose de royal. Je rajouterai encore une chose pour les loyers, parce que on me dit, par exemple, ça revenait souvent, lorsque on est propriétaire, on n'a pas de loyer. Je dirais que c'est pas vraiment une réalité. On a un loyer différé, c'est-à-dire que le jour qu'on a le toit à changer et qu'il y en a pour 40 000 euros, bah là, d'un seul coup, on a un loyer de 40 000 euros. Dans l'écoquartier, on a, je dirais, cette somme à donner tous les mois, et le jour qu'il y a le toit à refaire et qu'il y a 40 000 euros à sortir, et ben voilà, la réserve qu'on aura constituée au mois ça c'est l'écoquartier qui fera la réparation, et la personne qui est dans son habitat se verra refaire une toiture neuve sans dépenser un sou de plus. Voilà pour le côté pour les, je dirais, quelques points importants du fonctionnement financier. Ah, Mika, ton micro est coupé. Merci Sylvain de cette présentation financière. Effectivement, c'est un petit condensé sur certains points. Géraldine va nous présenter maintenant la partie gouvernance. Oui, donc après les piliers juridiques et financiers, donc qui sont effectivement très structurants et importants, il y a aussi un autre aspect qui est tout aussi important, c'est la gouvernance. Un écolieu, ça reste avant tout une aventure humaine. Donc c'est la raison pour laquelle la mise en place d'une gouvernance est indispensable.
Et c'est, en tout cas pour l'écoquartier Vert Turquoise, le troisième pilier. Donc la gouvernance, c'est une gouvernance partagée où chacun donc, se met avant tout au service du projet, où respecte toutes les personnes de l'écoquartier et le projet et apprend à communiquer véritablement. Ça permet de faire émerger l'intelligence collective grâce à la diversité des opinions et à la sensibilité de chaque personne qui est prise en compte. Donc cette gouvernance, elle se met en place en utilisant trois principaux outils. Donc d'abord le pacte de communication avec des bases qui sont la bienveillance, l'écoute active et l'authenticité. Donc lorsque l'on se réunit, on fait en sorte que ces mots-là prennent leur sens et qu'il ne s'agit pas simplement de dire on est bienveillant, on écoute activement et on est authentique. Qu'on fait en sorte les uns et les autres d'être attentifs à la mise en œuvre, la mise en application de ces trois principes-là de la communication. Dans la gouvernance, un autre outil, c'est la distribution des rôles dans les réunions. Donc, comme par exemple le rôle de facilitateur, de gardien du temps, de distributeur de parole, de scribe. Donc, à chaque réunion, donc, en fonction des personnes qui sont présentes, on définit les rôles. Et puis, on fonctionne avec ces rôles-là. Alors, au départ, ce n'est pas forcément évident quand on n'en a pas l'habitude. Et puis après, on prend je dirais que voilà, ça devient des automatismes. Et puis, chacun, on change au fur et à mesure. Comme ça permet aussi à ce que tout le monde teste les différents rôles et se sente à l'aise au fur et à mesure des réunions. Et puis, ça permet à chacun de s'exprimer et évite aussi les prises de pouvoir. Donc, chaque parole, chaque individu est aussi importante que la parole de l'autre personne. Le troisième outil que l'on va aussi utiliser, que l'on utilise dans la gouvernance, c'est ce que l'on appelle les prises de décision par consentement sans veto. Donc ça évite qu'une majorité impose son point de vue à une minorité. Et ça évite aussi qu'une personne impose son point de vue au collectif. Donc ça aussi, par ce biais-là, par cet outil-là, on est extrêmement vigilant et voilà, et ça se passe plutôt bien. Et si quelqu'un, ça me fait penser à ça, à une réunion, c'était les premières réunions qu'on avait fait avec Michel et Joël. J'avais pris une petite cloche pour si Michel ou Joël, qui n'étaient encore pas habitués à la distribution des rôles, s'exprimaient alors que quelqu'un n'avait pas encore terminé. J'activais la petite cloche et finalement, on a bien rigolé. Et finalement, maintenant, c'est bon, il n'y a plus besoin de la petite cloche. Voilà. C'était une manière aussi un peu ludique, voilà, et rigolote de se dire, bah voilà, c'est simple, on a tous des habitudes de vouloir prendre la parole, on a des idées, donc on coupe la parole, on n'attend pas que l'autre ait terminé de parler. Et là maintenant, voilà, ça roule. On peut dire que dans votre groupe, ça ne cloche plus. C'est ça. Enfin, je crois. En tout cas, pas ce type de cloche. Donc voilà pour le pilier gouvernance. Donc, simplement pour faire une petite synthèse sur les trois piliers, donc qui sont le juridique, le financier et la gouvernance. Ces trois piliers-là reposent sur un socle, c'est celui de la coopération, donc qu'on associe à la souveraineté individuelle. Et donc, dans la coopération, on apprend à être ensemble, à réfléchir, à faire ensemble. Donc, c'est à la fois au travers des réunions, mais aussi au travers des différents événements. Voilà, comme les balades, comme les jeux qu'on peut faire ensemble, comme les rassemblements, aussi pour passer un temps à se connaître et pour passer un temps à faire du lien autrement que lors des réunions. Et ça, c'est hyper important pour créer la cohésion et la coopération. Et puis, enfin, la souveraineté individuelle. Donc là, le but, c'est pas de se perdre dans le collectif,
Donc là, à un moment donné, dans la gouvernance, j'ai dit que ce qui était important, c'était de se mettre au service du projet, oui, sans pour autant s'oublier dans ce projet et dans ce collectif. Donc la souveraineté individuelle, c'est ça. Le but, c'est pas de se perdre dans le collectif, mais c'est d'y apporter en fait toute sa couleur, toute sa saveur, en se mettant au service du projet. Donc voilà pour la présentation des 3 piliers. Superbe. Et donc, vous êtes combien de foyers aujourd'hui dans ce collectif? Alors, de foyers à partir, je dirais, il y en a deux qui sont prêts, et il y en a deux autres qui évoluent voilà, qui se disent pourquoi pas partir pour aller plus loin. Et du coup, qu'est-ce que vous recherchez pour compléter jusqu'à 10 foyers? Et quelle est la place qui est aujourd'hui prévue pour ces 6 autres foyers? Alors, on veut que ça soit un écoquartier intergénérationnel. Donc, on recherche des personnes seules, des couples, des familles. Enfin, non, je recommence. La moitié des maisons sera pour des personnes seules, des couples et des familles de moins de 50 ans. Et l'autre moitié des maisons sera pour les personnes seules, les couples de plus de 50 ans. Et comme pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'habitants potentiels, donc on recherche des personnes de n'importe quel âge. Et puis comme on tend aussi vers l'autonomie en légumes, on recherche aussi un maraîcher ou une maraîchère qui pourra avoir un terrain de 4600 mètres carrés à sa disposition. Et, est-ce qu'il y a un minimum d'apport? Il y a, ouais, bon, moi je veux bien reprendre. Il n'y a pas de minimum d'apport. Il suffit en fin de compte que ça soit équilibré. Plus on a des gens qui apportent, je dirais, qui apportent de l'argent, plus il y aura des personnes qui pourront rentrer sans apport ou avec un petit apport. Donc le tout, c'est que le projet fonctionne dans sa globalité. Donc on n'est pas exclu par l'argent avec ce type de projet. Souvent, c'est une solidarité intergénérationnelle que C'est l'on ça. retrouve, puisque les personnes plus âgées, je dirais, ont souvent déjà hérité, ont revendu leur maison, ont déjà fait leur vie, et du coup, ils ont un apport plus conséquent avec un besoin plus réduit. Et à l'inverse, les jeunes couples avec enfants ont besoin d'un grand espace et ont souvent moins d'apport. Donc, il y a cet équilibre-là qui peut se faire. Et les jeunes couples peuvent contribuer après avec l'épargne mensuelle complémentaire chaque mois de verser un petit peu plus que le loyer et les charges, puisqu'ils sont inférieurs au prix du marché, pour petit à petit constituer pour eux-mêmes une épargne aussi, si j'ai bien compris. Voilà. Donc le processus d'intégration, je crois qu'il y a un témoignage qui va nous être donné, assez succinct, si vous pouvez Oui, rendre plus donc c'est concis la pour qu'on dernière puisse. personne arrivée dans le projet, qui s'appelle Béatrice. Donc je Ouais. lis son témoignage. J'ai d'abord assisté à une journée de présentation début février 2024 par simple curiosité. Ensuite, la journée d'approfondissement de début mars m'a motivée à adhérer à l'association et à l'esprit et la philosophie du projet. Depuis, j'ai participé à des réunions pour découvrir les commissions qui pourraient m'intéresser. J'ai retenu les commissions urbanisme et événements. La journée du 13 juillet, qui était une journée conviviale, m'a fait apprécier cette simplicité de contact et une solidarité qui caractérise ce groupe. Voilà pour Béatrice. Superbe. Annie, est-ce que tu peux nous présenter sommairement le processus d'intégration dans Oui. l'association? Alors, dans l'association, il existe 3 cercles. Le cercle 3 des amis de l'écoquartier, le cercle 2 des habitants potentiels et le cercle 1 des habitants. Alors, pour faire partie du cercle 3, si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez juste être membre de soutien.
Et alors, vous pourrez participer, par exemple, aux randonnées. Si vous voulez vous investir un petit peu plus, vous pouvez être membre actif occasionnel et vous participerez aux journées de détente et aussi à l'entretien du terrain, par exemple. Et si vous voulez vivre le projet encore plus de l'intérieur et faire plus ample connaissance avec les personnes de l'écoquartier, vous pouvez être membre actif régulier. Et alors là, vous faites partie d'une commission et vous participez au CA élargi, qui est le mode habituel du CA. Et donc, les membres du cercle 3, des amis, ils n'ont pas forcément, pour l'instant, l'intention d'habiter l'écoquartier. Et si à un moment donné, vous voulez connaître un peu plus le projet et avoir peut-être l'intention d'habiter l'écoquartier, donc là, vous pouvez faire partie du cercle 2. Et pour cela, alors il faut participer à une commission de l'association et au CA. Et dans le cercle 2, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi faire partie de la commission, d'une commission de la SAS coopérative. Donc là, en ce moment, c'est la commission urbanisme. Donc, on faisait les réunions avec l'architecte et maintenant, ce sera avec les constructeurs. Et ensuite, à un moment donné, si vous prenez la décision d'habiter l'écoquartier, donc là, vous pouvez faire votre demande pour faire partie du cercle 1 et il faut remplir certaines conditions, entre autres, être membre du cercle 2 depuis 1 an, participer à une commission de l'association, participer au CA et participer à au moins une commission de la SAS coopérative, être en adéquation avec la raison d'être de l'écoquartier et la charte des valeurs de l'association et prendre le projet là où il en est, réaliser le niveau de base de la communication non violente et il faut être accepté à l'unanimité par tous les habitants de l'écoquartier. Merci. J'ai essayé de faire rapide. Superbe. Superbe. Et donc, il y a aussi des contributeurs solidaires, je crois, dans votre projet. Dany, tu veux nous lire un témoignage? Oui, j'ai le témoignage de Jacques. Pourquoi devenir contributeur solidaire dans le projet de l'écoquartier? Sont cités ici les points qui m'ont permis d'être un contributeur solidaire. Vivre ensemble de manière solidaire, durable et créer des projets qui vont dans le sens d'une belle transition écologique. Vivre dans un habitat participatif, écologique, solidaire, intergénérationnel, autonome et pédagogique. Et une nouvelle façon de vivre collectivement, durablement sur Terre et en accord avec le vivant. Il me semblait néanmoins que le vivre ensemble pouvait être une première difficulté rencontrée par les collectifs du fait des sensibilités différentes et des attentes des uns et des autres qui pouvaient être divergentes. J'ai noté néanmoins que souvent, au cours des réunions où l'on se rassemble pour parler de ce qui se passe en nous, il y avait une vraie considération émotionnelle. J'ai le sentiment que cette qualité était indispensable car il est apparu qu'à long terme, les non-dits pouvaient s'accumuler et créer des conflits. Aucun lieu n'est parfait, mais ce qui importe, à mon sens, c'est la capacité de résilience qu'un collectif peut avoir, notamment pour surmonter d'éventuels conflits interpersonnels. En conclusion, j'ajouterai qu'un écolieu ne décrit pas un état de fait, mais un effort quotidien dans le but de minimiser l'impact sur notre environnement. L'élément le plus évident, le plus incertain, le plus important, le facteur humain. Vivre ensemble dans notre pleine diversité est unique pour chacun d'entre nous. C'est Jacques. Comment je suis devenue contributeur solidaire? Bien, c'est d'abord l'histoire d'une amitié, celle de bien longue date avec Sylvain, qui est initiateur et porteur de ce projet d'écolieu vert turquoise. Nous avions commencé à en parler avant même qu'il n'entre en état de gestation, le projet bien sûr. Et qui dit amitié dit confiance. Point fondamental pour moi, participante financière à un projet de cette envergure.
Confiance en ce que l'état d'esprit, les modes de gestion humaine, le respect de tout ce qui constitue le vivant, la rigueur juridico-administrative présentée soient élaborés concrètement, respectés, transmis, relayés. Confiance en ce qu'il n'y ait pas de changement d'aiguillage en cours de route, simplement pour rendre les choses plus faciles et plus rapides. Ce type de projet a besoin d'une motivation bien ancrée, de patience, de persévérance, de constance, d'opiniâtreté, de courage, etc. Et la barre du bateau doit être tenue continuellement vers le même cap, quelle que soit la météo traversée et la forme du barreur. Cette contribution financière est aussi une de mes façons de participer à la co-construction de ce nouveau monde, indispensable à l'humanité et à sa survie, et à celle de ceux qui l'entourent. Un monde où les modes de vie sont à la fois harmonieux, stables, aimants, respectueux. C'est une extraordinaire aventure humaine qui s'offre à nous qui sommes nés dans cette période que de participer à la création de ce nouveau monde, où le vivant est au centre de la vie quotidienne, de tout ce qui la constitue jour après jour, où les relations humaines sont imprégnées de solidarité, de partage, de bienveillance, de la joie vécue dans et par la diversité de son collectif, de simplicité, et aussi de décisions prises en commun, indispensables à une vie ensemble, servant tant la satisfaction des besoins individuels que ceux du groupe. Un nouveau monde où la Terre est aimée, protégée par la construction en matériaux écologiques et durables, l'agroécologie, la valorisation du réemploi, du recyclage, de la réparation, de l'ingéniosité et bien d'autres choses encore. Où l'eau est à nouveau appréciée à sa juste valeur, de ressource de vie, et est utilisée pour être préservée, tel un trésor. Et bien voilà, tout cela bien mélangé, le cocktail contributeur solidaire de l'écolieu vert turquoise est servi. Remercier ces personnes qui contribuent malgré qu'elles ne vont pas habiter, mais que ça fait sens pour eux de contribuer financièrement au projet. On va voir les avantages à devenir contributeur solidaire par Géraldine. Et après, on passera aux questions pour ceux qui Donc, sont là. je vais enchaîner et brièvement sur ce sujet, sans oublier quand même les informations importantes. Donc, contributeur solidaire, qu'est-ce que c'est? Donc, on a eu le témoignage de Marie-Claude déjà. Donc, c'est investir une somme d'argent dans le projet. Et pourquoi devenir contributeur solidaire? Donc, ça permet de donner du sens à son argent, de le mettre dans un projet alternatif et vertueux au lieu de le laisser en banque, sachant que la plupart des banques le mettent à disposition de sociétés qui participent entre autres au réchauffement climatique et à la destruction de la biodiversité. Donc, ça se réfléchit quand même. Et les projets d'écoquartier offrent ces possibilités-là, donc de mettre son argent ailleurs que dans les banques qui n'ont pas forcément des intentions louables. Donc, quels sont les avantages d'être contributeur solidaire? Donc, mes fonds sont utilisés avec conscience et éthique. Je bénéficie d'un intérêt joyeux en vivant l'aventure humaine et la réalisation d'un projet de type écoquartier. Je signe une convention claire où tout est prévu d'avance. J'ai la liberté de retirer mon argent en respectant la pérennité du projet. Et la SAS coopérative possède un fonds de réserve, Sylvain l'a évoqué tout à l'heure, qui assure la disponibilité de mon argent en cas de besoin. Et donc enfin, je sécurise mon argent par des investissements écologiques dans de l'immobilier de qualité et réalisé par des entreprises locales. Voici les différents éléments qui permettent d'expliquer ce qu'est le contributeur solidaire et les avantages. Et je redis aussi, en passant par la commutatrice et en le fléchant sur vert turquoise, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction d'impôt, si ça peut intéresser. Et en tout cas, c'est œuvrer véritablement pour un changement de paradigme. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette présentation.